vous voulez. Monsieur Baladji, bonjour Monsieur Chombard. Enchanté. Enchanté. Je me permets de vous tutoyer? Eh ben avec plaisir. Donc c'est Adem, ton prénom? Adem, c'est ça, c'est mon prénom. Donc moi c'est Foulk. Enchanté Foulk. Est-ce que je pourrais directement commencer par te demander de te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Avec plaisir. Donc Foulk, mon prénom, Chombardelov, mon nom. Je le précise parce qu'il est un peu compliqué. Et donc moi je suis conseiller municipal de Nantes et candidat à la mairie de Nantes en 2026. Est-ce que ce serait possible d'en savoir un peu plus, notamment sur ta vie au plan professionnel et personnel? Oui, avec joie. Moi j'ai 44 ans, 4 enfants, je suis nantais de naissance et j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années pour l'aide aux pays pauvres à l'Agence française de développement, ce qui m'a amené à pas mal voyager. Et donc c'était à la fois les grandes infrastructures, mais aussi la lutte contre le changement climatique pendant une quinzaine d'années. Et puis pendant 4 ans ensuite, j'ai travaillé à la région des Pays de la Loire, donc toujours dans le secteur public, où je m'occupais d'aider les entreprises plutôt. J'étais directeur général adjoint. J'ai travaillé avec Bruno Retailleau et aussi avec Christelle Morancet, l'actuelle présidente de région. Et j'ai décidé de quitter le secteur public pour pouvoir me lancer dans le privé, gagner en autonomie, goûter à ce que c'était que, je dirais, l'initiative privée. Et donc j'ai lancé l'antenne Grand Ouest d'un cabinet de recrutement. Voilà. Et donc voilà ce que je peux te dire. Donc tu as pu avoir pas mal d'expériences professionnelles, que ce soit dans le public, que ce soit dans le privé, même un petit peu dans l'humanitaire. Maintenant, on va peut-être aller sur la politique actuelle nantaise, avec des questions qui vont se baser dans un premier temps sur la politique que tu aimerais mettre en œuvre sur un court et peut-être même moyen terme. Moi, je ne suis pas un professionnel de la politique, je suis élu municipal que depuis 4 ans. Mais mon objectif, c'est d'essayer d'offrir une nouvelle décennie de prospérité à cette ville qui est très chère à mon cœur. J'en ai marre de voir l'état dans lequel est ma ville, et donc je pense qu'il faut pour ça qu'il y ait un changement. Donc je me suis engagé avec une phrase qui a un peu choqué les gens quand j'ai dit « je veux virer Johanna Rolland ». Bon, ça c'est la presse qui l'a écrit comme ça, et je l'ai dit de cette phrase, mais derrière, ce qui est important, c'est que ce sont les Nantais qui doivent créer les conditions, c'est eux qui la vireront. Et ils doivent créer les conditions de son départ, parce qu'il faut qu'elle parte pour que nous puissions enfin améliorer la vie des gens. Pour ça, il y a quelques priorités qui sont assez évidentes. Dès que tu parles avec des Nantais, dans la rue, tes amis, etc., clairement la question de la sécurité est omniprésente, donc sans en faire des tonnes. Clairement, on peut faire mieux, une ville peut faire plus pour les Nantais sur ce sujet, aux côtés de l'État, c'est certain, donc la sécurité c'est hyper important. Et puis revenir à un bon fonctionnement d'une ville de la taille de Nantes, c'est s'occuper de la propreté. On a une ville qui malheureusement n'est plus aussi propre et accueillante qu'elle pouvait l'être. La circulation, la gestion des travaux, c'est devenu dantesque de circuler dans Nantes. Et je dis pas que en voiture, hein. Je ne suis pas la vieille droite pro-bagnole, c'est pas du tout mon point. Moi, je suis pro-vélo à fond, j'ai travaillé 15 ans dans la lutte contre le changement climatique, donc ces sujets sont essentiels pour moi. Mais je pense qu'il faut là-dessus on revienne à une ville qui fonctionne bien, et pour ça il faut travailler sur les enjeux de circulation de manière différente de ce qui a été fait depuis quelques années. Donc les questions de transport sont essentielles. Par exemple, je suis un grand partisan du RER métropolitain, qui est aussi d'ailleurs porté par Johanna Rolland, et on n'est pas forcément en désaccord sur tout. Ça c'est un deuxième sujet. Et puis je pense clairement qu'il y a un axe. Il faut oxygéner la vie démocratique nantaise, c'est important. Ça fait 40 ans qu'il y a la même équipe au pouvoir. Moi, mon pari, j'attaque un peu la face nord en faisant ce que je fais. J'aime bien faire de la montagne. Je sais qu'il faut y aller petit pas par petit pas. Pourquoi je dis la face nord? Parce qu'on est dans une ville dont tout le monde dit qu'elle est de gauche. Moi, je ne crois pas à la gauche de droit divin. Pourquoi je dis ça? C'est que les gens pensent que la gauche va être là pour 500 ans. Eh ben non. En fait, ils sont là depuis 40 ans et je pense que c'est la fin d'un cycle. Tout le monde voit que ça ne marche pas, donc moi je propose pas, je me bats pas pour la droite, en fait je m'en fiche. Oui, je suis un homme qui vient de la droite et du centre droit, j'ai mes spécificités, c'est-à-dire que souvent je dis que je suis écolo de droite, alors ça fait un peu bizarre aux gens, on pourra en reparler si tu veux,
mais parce qu'on ne peut jamais nous mettre complètement dans une case. Mais oui, je viens plutôt de cet univers-là, de droite, qui pense qu'il faut être plus ferme sur les enjeux de sécurité, d'immigration, sur ces sujets-là, mais avec de la générosité sur les sujets de culture, d'environnement, d'éducation, etc. Voilà. Maintenant, on va pouvoir passer à un autre enjeu. Ça va être l'enjeu du logement sur Nantes, que ce soit les enjeux écologiques qui vont en découler, ou que ce soit la pénurie auquel font face non seulement les étudiants, mais aussi les personnes dans la vie active. Écoute, le logement, c'est un sujet qui doit être une priorité du mandat prochain. Et on a eu un débat hier au conseil municipal assez intéressant à ce sujet. C'est un sujet qui dépasse clairement les seules compétences de la métropole et de la ville. Néanmoins, un maire peut faire énormément de choses. Je veux dire, les permis de construire, c'est le maire. Le plan local d'urbanisme, c'est le maire. Et donc, le maire, le président de la métropole, et clairement, il a beaucoup de leviers, notamment pour avoir ce qu'on appelle une politique foncière, c'est-à-dire anticiper, préparer l'avenir, identifier des terrains qui permettent de construire, faciliter l'acte de construire. Et ça, objectivement, je ne dis pas que rien n'est fait, clairement ce serait ridicule, mais tout n'est pas fait. Je te donne un exemple. Tu connais peut-être le dispositif Pinel, c'est un dispositif de défiscalisation. Donc aujourd'hui en France, toute une partie de ce qui est construit dans le neuf est fabriqué par des gens qui investissent. Donc ce sont des investisseurs et donc ils défiscalisent pour payer moins d'impôts. Ça s'appelle le Pinel, ça disparaît dans un mois. Ça fait 3 ans qu'on sait que ça va disparaître, ou 2 ans. Et cette année, Johanna Rolland, elle avait la possibilité de signer un arrêté pour autoriser que les opérations soient faites avec un loyer de 13 € au lieu de 11 € du mètre carré. Tu vois la différence. Tu loues 20 mètres carrés, d'accord, la différence, elle est 3 € par mètre carré, donc ça fait une différence de 60 € par mois pour louer ton appartement. Et bien, comme c'était un plafond plus haut, par idéologie, elle a refusé de signer cet arrêté. Et du coup, les opérations, il faut comprendre que le plafond, c'est quelque chose qui permet de rendre l'opération viable. Et donc, ça veut dire que ces opérations, elles ne sont pas sorties de terre. Donc, à Nantes, on préfère ne pas faire une opération parce qu'elle pourrait coûter 60 € de plus par mois à un étudiant, et donc le priver de logement, plutôt que lui se donner la chance d'avoir ces logements, oui, à 60 € de plus par mois. Moi, je pense que ça, c'est des erreurs fondamentales. On avait une année pour faire ça, on a perdu une année, donc c'est plusieurs centaines d'étudiants qui n'auront pas de logement à cause de ça. Voilà, donc sur le logement, je pense qu'on peut clairement mieux faire. Après, la question écologique que tu poses, elle n'est pas simple. Moi, j'y suis très sensible, je l'ai dit en introduction. Mais je ne suis pas un décroissant non plus. Moi, je suis pour une certaine sobriété. Ça veut dire qu'il faut qu'on consomme moins de foncier, moins de terrain, et qu'on construise différemment. Probablement qu'on travaille sur les usages, ce qu'on appelle les parcours résidentiels. Aujourd'hui, vous avez à peu près plus de la moitié des gens, des ménages à Nantes, ce sont des personnes seules. Donc tu vois bien que tu n'as pas besoin d'un 60 mètres carrés forcément quand tu es tout seul. Peut-être que 25-30 peuvent suffire, en tout cas pour une période de ta vie. Donc il faut travailler sur ces parcours résidentiels, la modularité des logements, et ça pourrait permettre peut-être d'avoir moins à construire potentiellement. Néanmoins, on reste une ville qui attire, et ça c'est une chance. Et je pense que moi je ne suis pas de ceux qui veulent autoriser que aux Nantais qui sont déjà dans la ville d'y rester. Il faut qu'on accueille des étudiants, il faut qu'on accueille des chercheurs, des travailleurs pour aussi nos commerces, nos entreprises. Et ces gens-là, ils ont de plus en plus de mal à se loger. Même si en soi, ça a l'air d'être un projet plus viable, peut-être que ce qui est mis en œuvre actuellement, 60 € de plus pour certains étudiants, c'est 60 € de trop. Oui, mais entre ça et n'avoir aucune offre, qu'est-ce que tu préfères ? Est-ce que ça voudrait dire que toutes les offres augmenteraient de 60 €? Non, pas du tout. Ça veut dire seulement des offres supplémentaires. C'est vrai, ça veut dire que pour ces quelques logements qu'on aurait créés, ils auraient été un peu plus chers. Mais j'ai bien conscience que c'est beaucoup pour un jeune. Mais je préfère qu'on offre ça et que certains jeunes puissent se loger plutôt que de priver tous les jeunes parce que certains ne peuvent pas. Tu vois la logique. Je trouve ça absurde en fait de se priver d'une solution, même si elle est un tout petit peu plus chère, 13 € du mètre carré dans une grande ville comme Nantes, même si c'est élevé pour un jeune, j'en ai bien conscience. Il y a aussi des APL, etc. C'est quelque chose, je trouve vraiment absurde de se priver de ça. On va pouvoir aborder ta candidature pour les municipales de 2026. Et j'aimerais commencer par te poser cette question, c'est qu'est-ce qui te motive à te présenter à ces municipales en 2026 ? Moi, j'ai un moteur profond dans la vie. Ce qui m'anime, c'est l'utilité. Moi, j'ai besoin de me sentir utile.
Et donc, comme ça fait longtemps que j'aide des élus, j'accompagne des collectivités, je me suis dit un jour, arrête de gueuler sur la municipalité qui ne fait pas son job, sur les élus qui ne font pas le truc. Bouge-toi, vas-y, engage-toi, vois ce que tu peux. Au début, je ne savais pas du tout que je serais potentiellement candidat à la mairie. Quand tu démarres, j'ai été conseiller municipal, 10e sur la liste, parce que j'ai fait la campagne avec Laurence Garnier. Et puis donc on a fait ce premier mandat, et au bout de 3 ans, là oui, je me suis dit, c'est pas possible. Moi, ce qui m'a fait m'engager, c'est quand j'ai vu Johanna Rolland, avec les résultats qu'elle avait, avec ce que j'ai dit sur plein de sujets, l'insécurité notamment, mais pas que, sur le rayonnement de la ville. J'en ai ras-le-bol qu'on soit obligé de se justifier d'être nantais. Je ne sais pas si tu te rends compte, mais aujourd'hui, moi, à mon âge, j'ai des enfants qui font des études. Mes amis m'appellent en me disant « Est-ce que vraiment tu penses que ma fille ou mon fils peut aller faire ses études à Nantes ?» Je dis « Bien sûr, mais parce que je sais que derrière, ces phénomènes, l'insécurité, le manque d'attractivité est en train d'abîmer l'image de la ville, parce que la maire actuelle n'agit pas assez. Donc de voir qu'elle se présente en septembre l'année dernière, en 2023, qu'elle ose dire qu'elle est à nouveau candidate, moi, mon sang n'a fait qu'un tour. Je dis, attends, c'est pas possible. Donc là, je me suis tourné vers mes petits collègues de l'opposition en leur disant, il faut qu'on bouge. Bon, ils n'étaient pas prêts à se bouger, donc moi j'ai dit, j'y vais. Et là, j'ai lancé ma candidature, donc, avec toute une équipe qui est derrière moi, qui m'a poussé. Et ça fait 1 an, écoute, aujourd'hui, on a un mouvement qui s'appelle Infiniment Nantes, que j'ai créé. Voilà, et on est 270 dans ce mouvement. Voilà, preuve à l'appui, j'ai un petit bulletin pour chaque personne, ce n'est pas les chiffres de la police, comme dirait l'autre, ou du syndicat. À 2 ans des élections, avoir déjà 270 personnes dans mon mouvement, je fais des actions toutes les semaines, j'en suis super fier. Donc clairement, c'était cette espèce de colère, de révolte, de dire c'est pas possible, je ne vais pas laisser ma ville partir dans cette spirale infernale et laisser Johanna Rolland, qui est la responsable en grande partie de cette situation, être toute seule comme candidate, c'est pas possible en fait. Donc c'est un petit peu une motivation réactionnaire à la politique qui a été mise en place ces dernières années, la politique qui pourrait être mise en place dans les prochaines. Alors je n'utiliserai pas le mot réactionnaire parce qu'il a un autre sens à mon avis. En réaction, oui. Mais non, parce que je me classe pas dans cette idée réactionnaire, c'est tout était mieux avant, je veux revenir au modèle d'avant, c'est pas ça. Moi, je veux inventer la Nantes de demain, plus rayonnante, plus européenne, plus ouverte, plus écologique, mais aussi plus sûre, plus propre. Voilà, c'est pas être réactionnaire. En revanche, je pense que la gauche a un problème avec les sujets, par exemple, de sécurité, parce que Johanna Rolland, elle pense qu'un délinquant, c'est d'abord une victime. Ben non, en fait. Il faut d'abord s'occuper des victimes de la délinquance, et puis après on fera, et je suis d'accord, en parallèle, on fait du social, de la prévention, de la médiation, c'est très bien. Il faut d'abord qu'il y ait un vrai signal qui soit donné à tous ceux qui pourrissent la vie des Nantais. Il faut qu'il y ait un signal qui soit donné que, non, il y a de l'autorité, il y a de l'ordre, il y a du bleu dans la rue, donc des policiers, il y a des caméras aux endroits un peu critiques qui nous protègent. Voilà. Donc concrètement, clairement, c'est pas c'était mieux avant. On peut bâtir une belle métropole européenne ambitieuse, plus solide sur ses fondamentaux que ce qu'a fait l'équipe de Johanna Rolland depuis quelques années, sans être réactionnaire, ça c'est clair. Donc ça permettrait du coup de bâtir une nouvelle ville du coup pour vous. Cependant, il faudrait aussi mettre des moyens de police supplémentaires, des moyens de surveillance. Oui, sur la question de la sécurité qu'on a évoquée, il y a d'abord des choix politiques, parce que c'est pas forcément des choix. Alors il y a une conséquence budgétaire, mais c'est d'abord un choix politique. Par exemple, moi je propose d'armer les policiers municipaux. Alors vous allez me dire, mais il ne faut pas que ça devienne des cow-boys. Si je le fais, c'est uniquement, et ce sera une de mes premières mesures d'ailleurs, je le fais parce qu'il faut les protéger eux. Et cette année, il y a 70 policiers municipaux qui sont arrivés, il y en a 50 qui sont repartis. Donc pourquoi ? En fait, moi je leur ai posé la question, j'étais allé voir, mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, ils nous disent, parce qu'on n'est pas armés. Parce qu'en fait, ils ont peur pour leur vie de tous les jours. Il y a marqué police, alors municipal en dessous, mais ça, vous savez, quand quelqu'un est qui a une calache en train de faire un règlement de compte entre bandes ou je ne sais quoi, ou le pire, imaginons comme ce qui s'est passé à Nice ou ailleurs, il peut arriver aussi des actes terroristes, les personnes ne regardent pas s'il y a marqué municipal, il y a marqué police, vous ait une cible. Donc ça, il faut qu'on ait, le rôle du maire de Nantes, c'est de protéger ceux qui nous protègent. Donc je pense là, il faut être très sérieux là-dessus. C'est des symboles.
mais c'est des symboles importants. Ça veut dire qu'on soutient aussi nos forces de l'ordre. Et alors qu'aujourd'hui, les équipes de jeunes à Roland défilent derrière des banderoles qui disent « la police tue », je suis désolé, quand on accepte que des élus de la République fassent ça, on est en faute et c'est une faute grave. On va pouvoir aussi aborder un point qui concernera directement les jeunes citoyens. Selon toi, quelles seraient les solutions pour permettre un accroissement de l'engagement citoyen chez les jeunes ou peut-être même un accroissement de l'engagement citoyen tout court, étant donné qu'on a pu voir par exemple aux dernières municipales qu'il y a eu sur un total de 190 000 inscrits, à peine 73 000 participants au premier tour et 59 000 au second. C'est sûr que d'avoir 7 Nantais sur 10 qui ne sont pas allés voter aux dernières municipales, c'est un signal d'alarme pour nous tous. Alors, ce qui m'a un peu rassuré, c'est les dernières élections où le taux de participation a été meilleur. Mais alors d'abord, je pense qu'il y a des initiatives comme les vôtres, ce que fait votre association ou d'autres associations que j'ai rencontrées qui essayent de rapprocher les jeunes de la chose publique, de l'actualité, de l'engagement. Ça, c'est clairement un début de solution. Il n'y a pas une solution unique. Je pense qu'il faut que nous, les politiques, même si encore une fois, moi, c'est pas mon métier, mais on a une lourde responsabilité. C'est-à-dire que si, tu as compris que je ne suis pas un grand fan de Jean-Luc Mélenchon, mais je ne suis pas non plus un grand fan de Donald Trump, si ces gens-là qui sont des populistes, de gauche ou de droite, ces gens-là abîment le débat public, abîment le tissu social français. Parce qu'en fait, ils ne s'adressent pas à toi comme un Français, machin, ils s'adressent soit à toi en fonction d'une minorité sexuelle, une minorité ethnique, ou alors parce que tu es dans une situation particulière, tu es migrant, tu es je ne sais quoi. Ils ont décidé de diviser le tissu social en clientèle. C'est ce qu'on appelle la gauche terra nova, ça a été théorisé, etc. Oui, du coup, il y a du clientélisme derrière, et du coup, il y a du communautarisme aussi. Et ça, je pense que c'est une rupture du contrat républicain. Et les jeunes, tu vas me dire, pourtant, les jeunes adorent Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai, mais parce qu'ils ne se rendent pas encore compte qu'il leur sert une soupe qui est dangereuse, en fait. Il balance de l'essence sur le débat public, sauf que quand quelqu'un va arriver avec une allumette, le truc est super dangereux. Donc nous, les politiques, je dirais, universalistes, républicains, on a un devoir de clarté, on a un devoir d'exemplarité. On a un devoir il faut aussi qu'on communique. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, je le fais parce que je veux toucher des gens qui n'ont pas forcément mes idées. Je veux les inciter à s'engager. Peut-être qu'un jour je les retrouverai en face de moi, on ne sera pas d'accord, mais je respecte ça. Ça s'appelle la démocratie. Comme disait Churchill, la démocratie c'est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Parce qu'en fait, on n'a rien inventé de mieux. Donc moi je crois à cette richesse, ce qu'on appelle la dialectique entre la gauche et la droite. C'est pour ça que je n'étais pas macroniste. Parce que quand Emmanuel Macron disait en même temps, je mélange toutes les... Moi, je crois qu'une idée, par exemple, si je te dis, je crois plus à la prise de risque qu'à l'assistanat, je crois à l'initiative privée, bon, c'est un peu plus une idée de droite en fait. Et si tu me dis, au contraire, c'est des filets sociaux de solidarité pour tous et qui sont importants, je ne dis pas que la droite n'y est pas sensible, mais c'est un peu plus, ça s'appelle une idée un peu plus de gauche. Mais c'est bon de le dire, c'est pas sale en fait. Et en fait, la gauche nous fait du bien quand elle vient nous chercher là-dessus. Nous, on fait du bien à la gauche, à l'inverse, quand on va les titiller sur des sujets où ils sont moins à l'aise. C'est nous qui avons forcé Johanna Rolland à bouger sur les sujets de sécurité. Sans la pression qu'on lui a mis, elle n'aurait rien fait. Parce qu'elle a des alliés écolos, LFI, etc., qui ne veulent rien entendre sur ces sujets-là. Pour eux, dès que vous mettez une caméra, c'est 1984 de George Orwell. Non, la réalité, quand vous parlez aux policiers, aux services d'enquête, aux gendarmes, à la justice, c'est qu'ils ont besoin de caméras. Donc les Nantais savent qu'à la fin, c'est pour du mieux et que ce n'est pas une société d'ultra-surveillance. Donc clairement, je pense qu'on a une lourde responsabilité, nous les politiques, là-dessus, d'avoir un langage clair, de ne pas tomber non plus toujours dans la facilité. Et les réseaux sociaux, malheureusement, ce n'est pas toujours facile, parce que les réseaux sociaux réduisent un petit peu les messages, c'est des formats très courts, donc un format comme aujourd'hui, c'est formidable parce que ça nous laisse le temps d'un peu plus de nuances, que les gens comprennent d'où est-ce qu'on parle, de montrer qu'on n'est pas non plus une caricature. Sur les réseaux sociaux, au-delà de 20 secondes, t'as perdu tout le monde, quoi. Donc c'est vrai que ça n'aide pas. Une polarisation qui est en train de prendre place sur les réseaux. J'aimerais juste revenir sur les exemples de populisme, parce que du coup, vous avez pu prendre Jean-Luc Mélenchon pour la gauche, mais pour la droite, vous êtes allé chercher une personnalité américaine, de Donald Trump. Est-ce que vous auriez des exemples de personnalités françaises Oui, Marine Le Pen, clairement. Je pense qu'Éric Zemmour, un petit peu, parce que, en fait, si vous écoutez ce que dit Éric Zemmour,
Moi j'aimais bien le journaliste, j'avoue. Je trouve qu'il avait, c'était un bretteur comme on dit, vous savez, quelqu'un qui fait des duels. Il était bon en duel. Il était caricatural, mais il était vachement intéressant et comment dire, il levait des sujets que plein de gens ne voulaient pas lever. Mais alors comme homme politique, moi j'aime pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'image de ce que fait Mélenchon, à chaque fois qu'il y a une agression, un meurtre, il dit que c'est un francocide. Mais quand vous faites ça, vous ne créez pas de la paix sociale, vous ne créez pas de l'apaisement, vous voulez la guerre civile en fait. Ça veut dire que chaque personne qui aurait été tuée, c'est parce qu'elle était française. Enfin, il faut arrêter, c'est complètement paranoïaque. Pareil, sa théorie du grand remplacement, j'y crois absolument pas. Oui, je crois qu'il y a un laisser-aller migratoire contre lequel il faut se battre parce qu'il faut qu'on intègre mieux les gens qui sont déjà chez nous. Donc pour ça, il faut qu'on arrête ce laisser-aller migratoire. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'est pas en train de désigner des coupables comme font certains populistes qui disent « Tiens, toi, par essence, tu es coupable ». En fait, si vous regardez bien ce que font ces gens-là, ils ont renoncé à gouverner pour la majorité. Ils gouvernent pour leur petit morceau de clientèle qui, agrégé, ils espèrent que ça fasse plus de 50%. C'est pas comme ça qu'on fait la République, en fait. Moi, j'y crois pas, ça. Mais il faut que j'arrive à convaincre 50% des Nantais sur un socle d'idées qu'on a commencé à évoquer, voilà, à la fois généreux et ferme, de voter pour nous, mais en étant clair, vous voyez, pas en leur envoyant des messages. Je vais être un peu provocateur. La gauche, par exemple, elle est très fière d'organiser la Gay Pride partout, et c'est très bien, mais bizarrement, elle ne la fait pas dans certains quartiers. Parce qu'ils savent que l'électorat, en l'occurrence, je vais mettre les pieds dans le plat, musulman, un peu plus conservateur, va pas vouloir. Donc, c'est pas honnête. Ils ont décidé, en fait, cette gauche Terra Nova, que leur clientèle, c'était les minorités sexuelles. Ils ont décidé que c'est un choix qui a été fait, et que c'était aussi, par exemple, les musulmans pour Jean-Luc Mélenchon. C'est ce qu'il fait. Mais c'est du clientélisme éhonté, c'est du communautarisme, en fait. Vous voyez, quand on fait ça, en fait, on segmente l'opinion, on segmente l'électorat, et clairement, on ne crée pas du tissu social, on ne crée pas du lien, et ça, je pense que c'est ce qui tue la politique, c'est ce qui tue la société française actuellement. Merci beaucoup, Foulque, pour cet entretien. Je t'en prie, Adam, c'était un plaisir. C'était un plaisir pour nous aussi. À bientôt, puis bravo à Méridio pour cette initiative. Je crois qu'il y aura d'autres... Il y aura d'autres interviews qui vont arriver, et on va peut-être pouvoir retravailler ensemble pour certains cafés-débats ou autres projets. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à Méridio Nantes. À bientôt, au revoir.